Et je vais vous présenter mes recherches. D'un côté anthropologie, vous savez que je suis anthropologue, et je vais vous présenter des données de mes dernières recherches. Alors, on va essayer à répondre de questions de recherche, et là, je vais partager un peu ma présentation en deux parties. Donc, la première question de recherche qui se pose est sur l'anthropologie des Alpes. Donc, est-ce qu'il est possible de faire recherche dans les Alpes, une recherche anthropologique aujourd'hui? Donc, quand même, c'est possible. Mais comment? Est-ce qu'il y a une méthode? Est-ce qu'il y a un sujet privilégié de l'anthropologie des Alpes? Ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et la deuxième question de recherche est liée à la recherche dans les Alpes avec des sujets qui ne sont humains, donc avec les non-humains. Quelqu'un de vous sait que je fais recherche en Sibérie, mais aussi à partir du 2005, un peu en parallèle, j'ai commencé à faire du terrain aussi dans les Alpes. Et je me suis dédiée en particulier aux fêtes, au carnaval, aux mascarades d'hiver. Mais il y a 5 ans, j'ai ouvert un nouveau domaine de recherche qui porte sur l'anthropologie multispécifique, qui est très très populaire dans ce moment-là en Italie parmi les anthropologues. Je vois Fabio qui rit, mais tu toi-même tu t'occupes de cette anthropologie. Non, c'est la photo de Michel qui arrive à moi, donc j'ai changé le livre, donc ce n'était pas... Ah ok. Non, mais je sais que Fabio est un peu critique sur l'anthropologie interspécifique, mais on va en discuter la prochaine édition de l'école de thé. Alors, les données que je vous présente aujourd'hui sont tirées d'un projet qui s'appelle PRIN. C'est un projet national qui a été financé par le ministère de l'Université de la Recherche en Italie, progetto di interesse nazionale, et ce projet s'appelle Abitare i margini oggi, etnografie di paesi in Italia. Et il y a 5 grandes universités qui sont impliquées, donc Perugia, Roma Sapienza, Siena, Basilicata, comme l'université de Torino, mon université. Et là, je vous fais voir où je fais mes recherches. Donc, on parle du Piémont, dans la vallée de Suse, et aussi dans la vallée de Formance, qui est un milieu. Bon, vous savez que dans la vallée de Suse, il y a jusqu'à Suse, ou bien le milieu de Suse est un milieu franco-provençal. De Suse jusqu'à la partie la plus haute de la vallée, on parle occitan. Tandis que la vallée de Formance est une vallée valse. Donc, on parle le kitsch. Voilà. Donc, je commence avec à esquisser un peu de données d'anthropologie alpine, aussi pour me connecter à ce que disait Christiane pendant l'introduction, la présentation de l'école d'été. Qu'est-ce que c'est l'anthropologie alpine? On n'a pas une date de naissance, mais en fait, on pourrait dire que l'anthropologie alpine a vraiment beaucoup de points en commun avec la naissance de l'anthropologie sociale qui naît en Grande-Bretagne. Parce que l'anthropologie alpine naît avec ou à travers des mémoires de voyageurs avant qui traversaient les Alpes, mais aussi des alpinistes. Et dans ces mémoires de voyage, dans ces témoignages, on peut voir que les Alpes étaient vues comme des lieux en fait dangereux, très hostiles, mais très très captivants. Donc on a aussi des sujets qui forment un peu la base de l'anthropologie générale, donc culturelle et sociale. Donc l'intérêt pour la diversité, mais surtout cette ambiguïté entre attraction et un peu méfie vers l'altérité. La flèche est partie. Donc, par conséquent, les sociétés alpines étaient vues et décrites comme des sociétés sous-développées, avec des structures sociales très simples, ou on pourrait dire très primitives, du point de vue économique, mais aussi culturel et religieux. Et les montagnards, donc les populations qui habitaient les Alpes,
était un peu la synthèse entre le mythe du bon sauvage et aussi celle des gens primitifs qui parlaient une langue primitive et faisaient des choses un peu comme ça. C'est vrai, tout ça. Donc c'est pas un mythe, tu vois, c'est vraiment quelque chose de vivant. Heureusement pour nous, ils sont arrivés les ethnologues qui ont commencé à s'intéresser aux Alpes, mais dans un point de vue complètement différent. On a un grand prédécesseur de l'anthropologie alpine, c'est pas le seul, mais dans le domaine des anthropologues, il est très connu. Je parle de Robert Hertz. Robert Hertz était un élève d'Émile Durkheim et il était en vacances à Cogne au début du 1900. Et il avait remarqué qu'à Saint-Bès, qui se trouve dans la vallée de Soane, il y avait un pèlerinage. Et c'est le pèlerinage impliquait une arrivée, un passage de gens de 4 communautés différentes. Donc il a commencé à étudier les implications des pèlerinages dans un milieu alpin. Voilà, vous avez la référence de cette étude qui est jusqu'à nos jours très pris en considération parce que ça marque un peu le début de l'anthropologie alpine, pas spontanée. Donc il y a une grande différence entre les témoignages de voyage et le premier. Comme je crois aussi dans le domaine de la linguistique, de l'histoire, on a des pistes de recherche différentes qui ont traversé les études d'anthropologie alpine à fur et à mesure avec le changement de la société. Une de ces pistes est la piste de folklore. Donc, ce que vous voyez, c'est la couverture d'un ouvrage très important qui s'appelle le folklore du Val Formaz. Et c'était une collection de légendes, de contes, de récits antiques, donc de la communauté valser de la Valle Formaz, collectés par Aristide Baragiola. Le domaine de recherche folklore, c'est vraiment un mot très général et pas très précis, mais pour vous faciliter la compréhension. Et une piste de recherche qui continue jusqu'à nos jours et qui s'occupe d'analyser, d'observer, de collecter les fêtes, les rites, les cycles rituels des communautés alpines. Et il y a aussi pas mal d'auteurs, parmi lesquels Christiane, qui a dévoué sa recherche à ces sujets ici. Voilà, il y a quelques photos de recherche de folklore et tradition. Vous voyez un carnaval qui se déroule à Champla-du-Col, on est toujours au Piémont, très près du col du Sestria. Et là, il y a des objets rituels, on est toujours dans la vallée des Suzes, un s'appelle Bran, Giaglione, communauté franco-provençale, et l'autre c'est Acchiamonte, la Pointe, et ils sont utilisés pendant les fêtes patronales, donc à Giaglione, et parmi ces fêtes, il y a celle de San Vincenzo, donc Saint-Vincent, et pour fêter aussi la Badoche à Acchiamonte. Deuxième piste de recherche, études community studies. Les anthropologues qui, à partir des années 50, ont commencé à suivre cette piste de recherche, ont un peu utilisé une méthode d'analyse qui avait utilisé au début du 1900 un anthropologue très connu qui s'appelait Bronislaw Malinowski et qui consistait à étudier une communauté très petite, donc un village par exemple, pour une période de temps prolongée, c'est-à-dire 12 mois. Et le but de recherche était d'analyser le rapport entre population et ressources. Et avec le temps, donc les études de communauté ont aussi commencé à prendre en considération d'autres facteurs. Par exemple, le rapport entre migration, la mobilité, les naissances, les morts, avec un apport de la démographie qui est assez importante. Ici, vous voyez aussi d'autres titres, John Friedl, qui a fait ses études à Kippel, et un des ouvrages les plus connus en anthropologie, La frontière nascosta, The Hidden Frontier, qui a été écrit par John Cole et Eric Bohr. Plus récemment, on a 2 auteurs italiens qui ont vraiment contribué à sa piste de recherche d'études de communauté. Le premier est Pierpaolo Piazza, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Communauté alpine,
qui est complètement basé sur un village de Alagna, donc c'est un village valser, et La Tuile, qui est un ouvrage écrit par Lucie Villa, qui est notre anthropologue. Ils viennent tous les deux de l'école de Turin. Donc à Turin, il y a une grande tradition des études dévouées à l'anthropologie alpine qui continue jusqu'à nos jours. Voilà. On change piste de recherche, ça c'est un peu plus récente, qui est dédiée le phénomène des nouveaux villageois et des habitants néo-ruraux. Parce que, comme vous savez bien, après le processus de dépeuplement, a suivi un autre processus qui a eu lieu à partir des années 2000, mais a été documenté plus systématiquement à partir des années 2010. Et ce processus est un processus de repeuplement de la montagne qui est très différent parce que le dépeuplement a été un processus massif, tandis que le repeuplement c'est un peu plus timide, c'est-à-dire que la portée est vraiment différente, mais il y a des cas un peu éparpillés dans tous les domaines alpins qui sont vraiment intéressants. Et les anthropologues, mais aussi nos collègues des sciences sociales, les géographes, ont documenté tous des cas d'études différents des gens, parce que c'est vraiment un phénomène très vaste, très complexe, parce que les nouveaux habitants peuvent être gens qui avaient ses grands-parents qui s'étaient transférés à la ville, et là, pour un sens un peu nostalgique, se déplacent aussi à la montagne, donc ils ont des racines à la montagne, mais il y a des gens qui n'ont jamais eu aucune relation avec la montagne et qui ont décidé de s'installer à la montagne, parfois en récupérant des vieux métiers, parfois en se dédiant à l'élevage ou des métiers comme ça. Mais il y en a qui se sont transférés à la montagne tout simplement pour être à la montagne. Et ils font du télétravail, ils font comme s'ils vivaient dans la ville, mais tout simplement dans un autre endroit. Mais c'est très intéressant pour nous d'étudier comment, s'il y a une intégration, ce qu'ils font, si ces nouveaux métiers ont une durée. Et c'est vraiment une question de recherche très intéressante. Moi, je l'abordais à Formanza, par exemple. Il y a pas mal de néo-ruraux qui se sont installés à Formanza. Et il y a encore une piste de recherche qu'on peut nommer écologique. C'est un peu dommage que vous voyez la couverture de ce livre très récent qui a été écrit par Maurizio De Matteis. Maurizio De Matteis est un journaliste géographe et le titre est Inverno liquido. Je crois que c'est un titre génial. Hiver liquide, qui se fond. Et c'est une perspective très liée à la perspective des études de communauté, mais en soulignant le rapport entre ressources, population, mais aussi environnement. Plus récemment, cette perspective un peu, je ne voudrais pas dire évoluer, parce qu'il n'y a pas d'évolution de toute façon, mais a accueilli une anthropologie qui prend en considération le phénomène de l'anthropocène et ses conséquences. En particulier, non, encore, qu'est-ce qui s'est passé, qui aborde ce sujet, essaie d'étudier les changements du paysage, du territoire, par rapport au changement du climat et à l'activité humaine. Donc, par exemple, le fait que dans les montagnes de la vallée du Sud, par exemple, ce qui s'est passé, c'est que les activités agricoles et d'élevage ont été peu à peu abandonnées. Et par conséquent, les champs cultivés ont été abandonnés aussi. Et on a vu, de peu à peu, une sorte de, je sais pas, du bois qui s'approche tout plus rapidement au village, mais c'est un bois qui n'est pas ménagé, qui n'est pas géré. Parce qu'un temps, il y avait des gens qui coupaient les bois, qui coupaient les arbres, ils savaient quand le couper, lequel couper, donc il avait une gestion du bois qui était très calculée en fait, pour
avoir un équilibre entre les ressources du bois et celles qui étaient, donc ce que c'était l'espace cultivé. Aujourd'hui, ça, il n'y a plus. On en discutait hier avec Félix, dans tous les travaux qu'il y avait dans le champ, mais aussi dans le bois, qui ont été abandonnés. Et là, vous voyez des conséquences des bois qui ne sont pas gérés, qui ne sont pas aménagés. En 2017, on a eu dans un côté entier de la vallée des Suzes, jusque sous Susa, des feux qui ont ravagé, qui ont dévasté la montagne. Et mes collègues biologues, mais aussi les gens qui travaillent dans les parcs naturels, ont toujours dit la même chose. Si les bois avaient été aménagés un peu plus, peut-être on pourrait avoir évité d'avoir des feux comme ça qui ont duré pour presque une quinzaine de jours. Donc c'était vraiment terrifiant à voir. Voilà. On revient aussi à ce qu'est mon sujet de recherche. Donc, le déplacement d'une anthropologie écologique vers une anthropologie de l'anthropocène a impliqué, pris en considération beaucoup des aspects qui d'autres pistes de recherche avaient pris en considération avant. Et les dernières recherches qui se concentrent sur l'anthropologie alpine ont démontré que les Alpes sont des lieux fragiles, parce qu'on peut observer beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui se passent et qu'on voit, on entend à la télé, donc les glaciers qui se fondent et toutes ces choses-là. Mais en même temps, du point de vue d'un anthropologue, les Alpes sont aussi comme des labs pour étudier, des labs, des points de vue privilégiés, des milieux privilégiés pour étudier le changement et pour l'analyser. Et là, ça commence la partie un peu plus théorique. Tout cela renvoie à ce que, dans le débat récent en anthropologie, a été nommé comme entanglements, mais aussi assemblage, sympoiesis. Et ça a à faire avec le concept, l'idée de la collaboration interspécifique. Ce que vous voyez, c'est une citation par Anna Tsing. Anna Tsing a écrit un ouvrage que je crois c'est super d'inspiration, pas seulement pour les anthropologues. Elle dit que être entangled signifie être des êtres humains et non humains qui évoluent ensemble. Et dans cette coévolution, il y a des formes de collaboration. Voilà, l'ouvrage, je ne sais pas la traduction en française, mais la version originale est The Mushroom at the End of the World. En italien, c'est Il fungo alla fine del mondo. Oui. Et l'autre ouvrage a été écrit par Donna Haraway, Staying with the Trouble, c'est un des derniers ouvrages de Donna Haraway, Making King in the Cthulhu-Chain. Les deux auteurs, ou autrices, ça peut dire autrice. Non, oui, si, on peut dire. Okay. On dit auteur. Je vous ai laissé les citations originales. Donc, les assemblages sont le résultat des métabolismes des humains et non humains qui se mettent en relation. Donc, le mot-clé est coopération, collaboration, relation entre humains et non humains. Et nous, les anthropologues, on essaye de voir comment ces collaborations ont lieu. S'ils ont lieu, s'ils n'ont pas lieu, ce qu'on pourrait faire pour aider ou pour favoriser ces collaborations en étudiant ce qui se passe dans des cas d'études particuliers. Moi-même, personnellement, j'ai observé pendant mes recherches que certaines activités ou savoir-faire, comme l'apiculture d'abord, sont l'expression ou peuvent ne pas être l'expression de processus de sympoiesis. Et ces processus, s'ils sont vraiment bien gérés et s'ils sont mis en place, ils peuvent être vraiment des outils très, très utiles et très intéressants pour nous, anthropologues, pour étudier et analyser les concepts, mais aussi ce qui entoure l'idée de changement dans les milieux des Alpes. Là, j'ai terminé ma première partie un peu d'introduction à l'anthropologie alpine
Et maintenant, je vais vous présenter l'étude des cas des apiculteurs. Moi, je m'occupe des apiculteurs à partir de 2017. Et maintenant, c'est bien que j'ai eu ce projet, le PRIN, parce que c'est grâce à ce projet que j'ai pu faire une recherche plus intensive sur les apiculteurs. Moi, je m'occupe principalement des apiculteurs qui sont nomades, c'est-à-dire les gens qui déplacent leurs ruches dans le territoire. Normalement, j'étudie ceux qui ont leurs ruches dans la plaine ou dans des milieux de collines, à la montagne, en haute montagne, pour créer les conditions optimales pour la nourriture des abeilles. Pourquoi ils font ça? Pour avoir la nourriture des abeilles pendant toute l'année. Parce que les dernières floraisons en colline et en plaine arrivent jusqu'à fin juin, mi-juillet, ça dépend vraiment du temps. Et là, après cette période-là, les abeilles n'ont plus rien à manger. Donc les apiculteurs transfèrent leurs ruches dans des milieux où il y a la nourriture. Et ce déplacement dure à peu près un mois, 3 semaines, ça dépend aussi des lieux où ils les transfèrent. Donc je fais mes recherches des apiculteurs et maintenant mes questions de recherche sont clairement de voir s'il y a des cas de sympoiesis, donc des collaborations interspécifiques entre apiculteurs, abeilles, mais aussi avec aussi des autres acteurs sociaux. Et aussi, l'autre question de recherche que je me pose a à voir avec les savoirs. Donc, ce qui m'intéresse, c'est savoir si les apiculteurs doivent adapter leur savoir lorsque on vit dans un environnement qui est en devenir, qui change, qui est en train de changer très rapidement. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les abeilles, qu'est-ce qu'ils font les apiculteurs pour continuer la pratique de l'apiculture. Ce que vous voyez dans la photo, c'est un selfie de Luca. Luca et sa femme sont des apiculteurs qui habitent à Camerano Casasco, qui est un village tout près de chez moi à Asti. Moi j'habite à Asti, c'est un milieu de collines. Et ils transfèrent leurs ruches à Prali, dans la vallée germanasca, qui est une vallée très proche de la vallée des Suzes. Voilà, ça vous voyez la transhumance des abeilles en juin. C'était vraiment un travail très, très lourd pour eux parce qu'ils devaient déplacer les ruches dans du pré, de la pelouse où ils étaient installés sur un van. Et puis ils les ont transférés en haute montagne en faisant des étapes pour les laisser un peu reposer. Aussi, comme vous voyez, c'est nuit, parce que sinon les abeilles se fâchent. Et pour leur consentir, on a pris hier pour que les abeilles ne se désorientent pas. C'est correct? Bon, très bien. Ok. Bon, je crois que vous savez que il y a vraiment, les abeilles sont particulièrement observées dans ce moment-là parce qu'il y a pas mal de projets européens dédiés à la mortalité des abeilles. Mais c'est bien qu'il y a vraiment beaucoup de projets, mais ces projets sont normalement gérés et menés par des entomologues, par des biologues. Et ils étudient, ils analysent les causes de la mortalité, je vais l'en prendre jusqu'à la fin de cette présentation, de la mortalité des abeilles, mais il manque un peu un point de vue des humanistes. Mais là, heureusement, c'est dommage que ça ne se voit pas, j'ai été incluse dans un projet d'entomologue l'année dernière pour monitorer et valoriser aussi les pollinisateurs sauvages. Parce que si c'est vrai que les abeilles ont une grande mortalité, c'est aussi vrai, de l'autre côté, que le même problème se répand sur des espèces de pollinisateurs qu'on ne connaît pas. Donc, parce qu'il y en a plein, même les entomologues n'arrivent pas à les classifier tous, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais là, on a, moi je rédige un questionnaire pour les enfants des écoles
pour voir et pour avoir des infos sur la perception qu'ils ont des pollinisateurs sauvages et pour le faire aussi penser aux effets d'un monde sans abeilles et sans pollinisateurs sauvages. Parce que si ils vont disparaître, on ne mangera plus certains... on n'aura plus certains types de nourriture, hein. On n'aura plus les fruits, on n'aura plus les légumes, on n'aura plus même des céréales et tout ça. Hein. Et alors moi j'ai joué ce rôle dans ce projet. Et ce que vous voyez, c'est une petite maison dont il l'appelle hôtel. C'est un hôtel pour les pollinisateurs, pour attirer les pollinisateurs, et on l'a déplacé dans un milieu urbain. C'est ça la ville de Turin. Pour voir s'il y a et combien de pollinisateurs peuvent nidifier, je ne sais pas comment ça dit, nidifier, dans ces petites maisons. Et là, c'était une autre action du projet, ça s'appelle The iNaturalist. Donc si vous avez cette application app sur votre portable, vous voyez un pollinisateur sauvage, vous voulez savoir qui est ce pollinisateur, vous faites la photo, l'envoyez à iNaturalist et iNaturalist vous envoie une réponse. Ça c'est une abeille, ça c'est une abeille sauvage, ça pique, ça ne pique pas, ça c'est important, peut-être la chose la plus importante. Et ça c'est un peu un moment d'autocélébration, parce que ce que vous voyez, c'est le jardin vertical qui a été installé dans mon département. Moi, je travaille dans un département de langues et littérature étrangère à l'Université de Turin. Et le bâtiment, une partie du bâtiment, côté du bâtiment, a été dévouée à l'installation d'un jardin vertical. Vous ne voyez pas, mais parmi tous ces herbes et ces végétales, il y a une petite maison pour les pollinisateurs sauvages. Et il y a toutes les espèces qui attirent les pollinisateurs sauvages. Et encore, on est en plein ville. Donc c'est quelque chose qui n'a pas seulement à faire avec des milieux alpins, mais aussi, c'est aussi important de voir comment ces pollinisateurs et quel type de relation ils ont avec les villes. Hein. Et là-bas, il y a une fast-food. Si, c'est la modernité. Hein. Ça, c'est de l'anthropologie. Hein. Ah, cavolo, ok. Non, cavolo, non, c'était un petit exercice d'observation. Non, ici, ok. Alors, on revient aux Alpes et on revient aux apiculteurs. Alors, pourquoi c'est si important de travailler avec les apiculteurs dans un cadre théorique de sympoïèse et d'assemblage? Parce que, ça c'est mon opinion, quand on travaille avec des sujets non humains, à mon avis, ce n'est pas si important d'accueillir leur point de vue, mais c'est très important de, et peut-être que Christian peut être pas d'accord, mais écoute, je dois terminer encore, c'est important de voir quel type de vision de monde est rendue par ces êtres, et parce qu'on a des interlocuteurs humains qui ont la fonction de faire de médiateurs entre les humains et les non-humains. Dans ces cas-là, ils sont des apiculteurs qui, comme un apiculteur m'avait dit, il s'est défini un interlocuteur écologique privilégié. C'est-à-dire que les apiculteurs doivent acquérir le point de vue des abeilles parce qu'ils doivent apprendre à regarder. Et quand je dis ça, je me réfère pas seulement au fait qu'ils doivent apprendre à regarder les différents niveaux de la hauteur du vol des abeilles, mais ils doivent apprendre à regarder comme une abeille, par exemple, en termes de où est-ce qu'il y a des fleurs, où est-ce qu'il y a la nourriture pour les abeilles, et ça c'est très important. Et à travers de ça, j'ai pu voir des cas d'études avec les apiculteurs, de bonnes pratiques d'assemblage bien menées, mais aussi, de l'autre côté, des cas d'études de mauvaises pratiques. Et ces mauvaises pratiques ne sont pas seulement la faute des apiculteurs ou des humains, mais ils arrivent parce que pas tous les acteurs sociaux, humains et non humains,
ont joué leur rôle. Mais ça, c'est aussi très important parce que ça nous permet d'intervenir et de voir ce qu'on peut faire pour que la symbiose